Cet épisode de Folie douce fait mention d'attentats, d'armes à feu, de grossophobie, de TCA, de drogue, de dépression. Promis, ça n'est jamais graphique. Et promis, on y rit pas mal aussi. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de l'écouter dans des bonnes conditions. Et si vous êtes, ou l'un ou l'une de vos proches, est dans une situation de détresse psychique, ne restez pas seul. Vous pouvez appeler le 3114. Je suis fou! Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Non, je trouve fait de choses, je trouve risqué pour entrer à l'académie. Je ne suis pas folle, vous savez. I say put mental health first. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. I'm so... C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie douce, je suis Lorraine Bastide et dans ce podcast, j'entreprends avec mes invités un voyage dans leurs coulisses émotionnelles pour libérer la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. Tons and tons of tiny traumas, tons and tons of tiny traumas, tons and tons of tiny, teeny weeny. Allez, viens, Robin, viens. Ici Folie douce avec Elsa Wolinski. J'ai eu une éducation jeune, très étrange, que j'ai cassée à un moment. Et que j'ai cassée au moment de l'attentat, en fait, tu vois. C'est l'attentat qui a fait que, tout d'un coup, je suis devenue moi. Je sors du métro, porte de Clignancourt. Il fait très beau, on est mi-mars, il fait chaud. C'est flippant parce qu'il n'est pas normal qu'il fasse aussi chaud à cette période. 62 degrés de température ressentie à Rio de Janeiro ce matin. Bon, voilà. J'ai essayé dans le métro de rassembler mes idées pour vous dire de façon succincte et claire ce qui me venait à l'esprit en me dirigeant vers le studio pour interviewer Elsa Wolinski. Elsa Wolinski, qui est journaliste, qui est entrepreneuse, qui avait aussi écrit l'année dernière un bouquin hyper poignant qui s'appelle « À demain », sur la mort de sa mère d'un cancer. Et donc je m'apprête à rejoindre Elsa Wolinski. Et je me suis rendu compte ce matin que j'étais pas très bien. En fait, il y a quelque chose que m'a bien appris la thérapie comportementale et cognitive que je fais depuis 2 ans, c'est que les manifestations de l'anxiété et du stress post-traumatique, elles sont vraiment corporelles. Et donc là, j'ai senti mal au dos, mal à la tête, petit sentiment de malaise dans le plexus, petite irritabilité, petite fatigue, difficulté à me concentrer sur mes enfants. Et bien en fait, j'ai réalisé que la préparation de l'interview d'Elsa m'avait produit une réactivation traumatique parce qu'évidemment, je dis évidemment, mais pour les personnes qui ne le savent pas, je l'explique. Elsa Wolinski est la fille de Wolinski, le dessinateur de presse qui fait partie des victimes des attentats de Charlie Hebdo. Accélération cardiaque, voilà, tout est dit, qui s'est produit en janvier 2005. Putain, 2005, donc date de la mort de ma sœur, alors que Charlie Hebdo, c'est 2015. Voilà. Bon, voilà. Il fait très beau sur le boulevard Ney, où je suis en train de marcher vers le studio de Folie douce. Il fait beaucoup trop chaud pour un 18 mars, et ça réactive mon éco-anxiété et ma détestation de l'été. Ceci est une deuxième introduction que j'enregistre au cas où j'ai pas le cran de diffuser la première. Je vais interviewer Elsa Wolinski
dans un état de semi-fébrilité pour tout un tas de raisons qu'à mon avis, au fond, l'interview en lui-même va expliciter. Bon, le ciel bleu, ça met un peu du baume au cœur aussi. Je suis beaucoup trop couverte, j'ai très chaud. Je sais pas quelle intro je choisirais de diffuser. En tout cas, je suis en train d'arriver au studio. Alors attends, parce que alors vas-y, on y va, mais tu me raconteras après. Tu me dis à 50 minutes. Est-ce que pour toi c'est bon au niveau du son ? On est prêt ? Ok. J'ai écrit l'intro au vous, mais après les questions je les ai écrites au tu. On fait comme vous voulez, où tu veux, tu vois. Bon, je pense que je vais te... Non, je vais te tutoyer, sera quand même plus naturel. Elsa Wolinski, tu es journaliste, autrice, entrepreneuse, tu chroniques à la télé, tu animes depuis quelques mois un podcast assez génial sur la ménopause intitulé « Allez, j'ose » et tu as publié l'année dernière chez Flammarion, À demain, un joli livre-journal qui raconte comment on fait le deuil de ses parents, spoiler, mal. Tu as aussi créé une marque de fringues, Sisterhood, dont tu es la meilleure égérie, notamment sur ton compte Instagram où tu te livres de façon décomplexée, comme on dirait si on était en 2008. Tu es aussi un paradoxe vivant, Elsa. Je m'en suis rendu compte en t'invitant au micro de Folie Douce. Et je vais un peu ici livrer les coulisses de l'émission. Ça a commencé, j'ai dit à Marie, qui travaille avec moi, ça serait bien d'avoir une personne au micro solaire, drôle, pour qu'on ait une émission un peu pop, un peu légère, entre deux invités un peu plus dark. Et là, j'ai dit, Elsa Wolinski, ça serait super. En plus, elle m'a envoyé un DM, elle a trop envie de venir. Après, j'ai poursuivi. En plus, il est hyper intéressant, son parcours. On va pouvoir parler de plein de trucs. Troubles du comportement alimentaire, addiction, cancer, deuil, attentat, stress post-traumatique. Et là, Marie m'a dit « Ouais, t'as raison, ça va être super pop, super léger comme émission. » Et en fait, en t'écoutant dans tes interviews, mais en te lisant aussi, j'ai compris que c'était ça qui te définissait le mieux. Une façade hyper souriante, hyper généreuse, à l'image de tes vêtements, souvent multicolores, et de l'autodérision dont tu fais preuve en permanence sur un fond grave, un monstre caché au fond de toi, comme tu l'écris dans ton livre. Donc je voudrais commencer par le commencement. Comment tu vas aujourd'hui, Elsa ? Alors, comment je vais ? Moi, d'abord, j'ai envie de pleurer, tu vois, ça c'est la base pour ces mots. Mais c'est vrai, tu me définis très bien. C'est vrai qu'il y a un truc très solaire qui se dégage et un truc très noir au fond, tu vois. Mais comment je vais pas très bien en ce moment. Mais j'ai l'impression de répondre comme Cyril Dion dans ton émission. Parce que c'est vrai que ce qu'il disait, moi aussi, je le pense, tu vois. Je suis un entre-deux, je me sens pas... J'ai pas de socle, je suis en passe de changer, je suis en transformation. Mais ce moment-là de stagnation, il est douloureux. C'est toujours inconfortable, les transitions. D'ailleurs, c'est ce que m'avait répondu Chloé Delhomme dans le premier épisode de Folie Douce, où elle m'a dit « Mais c'est jamais confortable d'être entre les deux wagons ». C'est ça. Ouais, sache que je connais par cœur tes émissions. Non, mais c'est vrai que c'est inconfortable. Je me sens pas dans mon sens. Je sais pas comment dire. Pas sur le bon chemin en ce moment. Mais tu bosses aussi beaucoup, j'ai l'impression. Tu cumules beaucoup de projets. Tu me disais en arrivant que tu te sentais aussi tout simplement submergée par les engagements. Je m'auto-noie. Je m'auto-étouffe, en fait. Oui, je suis submergée. Mais après, d'abord, il faut vivre. Enfin, en vrai, parce que parfois, les gens pensent qu'on n'a pas besoin de gagner d'argent. Mais d'abord, je dois gagner de l'argent. J'élève quasiment seule mes 2 filles. Donc, je cumule plusieurs projets, mais en fait, j'en suis arrivée à me dire que malgré tous ces projets que je cumulais, j'étais pas heureuse. Alors, après, c'est un luxe d'être heureuse à notre époque. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin non plus d'être heureuse quand on travaille, on n'a pas besoin. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à une amie, je suis pas heureuse. Elle m'a dit, écoute, moi, j'ai pas été heureuse pendant 30 ans, pendant les 30 ans où j'ai travaillé. Écoute, c'est la vie. Parfois, tu vois, tu fais des choses, c'est pas toujours la joie, le bonheur. Donc, ça m'a fait réfléchir quand même, tu vois, à la chance que j'ai de pouvoir déjà faire des métiers que je choisis,
c'est extraordinaire de se dire, tiens, je vais monter ce projet-là, d'avoir la chance de pouvoir monter un projet, tu vois. Maintenant, je t'ai dit tout ça. Là, le résumé, c'est quand même, je suis pas très heureuse. Mais tu parles souvent dans tes interviews de cette recherche du bonheur. C'est peut-être aussi quelque chose qui te définit depuis longtemps. Enfin, j'ai un peu remonté dans le temps des interviews vachement plus anciennes. Et tu parles de cette quête du bonheur comme quelque chose qui t'anime en permanence depuis que tu es apparu à la télévision pour la première fois quand tu avais genre 30 ans, quoi. Ouais, mais parce que, alors, je vais te dire un truc que j'ai dit à personne, parce que je l'ai compris il y a pas longtemps. Je crois que quand on a été mal aimé n'est pas le mot, mais je crois que quand on a été aimé un peu bizarrement, on va dire, je trouve pas encore le mot qu'il faut, l'adjectif qu'il faut, petit, et bien finalement, quand on grandit, quand on évolue, on accepte d'être un peu maltraité tout le temps, d'être mal regardé parce que nous, on se voit mal. Comme moi, je me suis toujours perçue un peu comme la dernière roue du carrosse, tu vois, un peu genre, pardon, excusez-moi, j'existe, bonjour, tu vois. Malgré ce côté solaire que j'ai encore ce besoin toujours de me sentir toujours mal à l'aise. Donc, c'est un truc, quand tu as ça toute ta vie, tu laisses aussi les gens autour de toi mal te traiter, mal te parler, mal te payer. Enfin, tu vois, c'est un truc que tu as. Et du coup, tu es tout le temps à la recherche d'être mieux, de dire, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Je suis pas comme il dit, ou je mérite d'être mieux payée, ou tu vois, t'as tout un truc. Mais comme toi, t'as toi-même une position négative sur toi-même. Évidemment que tu renvoies une image un peu faible et fragile, alors qu'en fait, je le suis pas, faible et fragile. Ça me fait penser, cette idée de trouver sa place. Ça me fait vachement penser à Claire Marin. Je sais que tu lis de la philosophie et que tu aimes bien Claire Marin. Et cette idée d'être à sa place, de trouver son endroit, en fait, ça pourrait être ça. Moi, j'ai pas ma place encore, tu vois. Même chez moi, là où je vis avec mes filles, je sais pas où me mettre. J'ai pas ma place. Je sais pas. C'est pour ça que je te dis, je suis dans un truc de transition. Je sais pas où elle est encore, ma place. Il y a qu'un truc que je sais. Là, je suis venue en vélo. Et quand je suis en vélo, que je rencontre des gens, je souris, je m'arrête, je discute. Ça, elle est là, ma place. Moi, j'aime l'humain. J'ai un truc extrêmement généreux dans mon cœur, tu vois. Ça, c'est inné. Donc, c'est un cadeau. Mais à part ce truc-là, je sais pas quoi faire de moi. Je sais pas où me mettre. T'as une super forte empathie. Ça s'entend dans tes interviews. J'aime bien t'écouter dans Allégeuse. T'es super bonne en tant que podcasteuse. Et je suis une podcasteuse aguerrie. Je te le dis, t'as vraiment... Et puis ça s'entend aussi dans tes chroniques télé. Enfin, t'as une façon de te connecter à l'autre qui a un vrai talent, qui est vraiment pas donné à tout le monde. Ça s'entend dans ce que tu fais. C'est gentil que toi, tu me dis ça. Oh là là, mais les gars, vous imaginez même pas. Mais c'est un truc de fou. Lorraine Bastide, je la lis, je dors avec, tout, quoi. T'es ma vie depuis des années. Je lis tout de toi. Est-ce que tu me dises ça, c'est fou. À la télé, c'est différent. À la télé, je suis un peu plus fragile parce que justement, il y a moins de... Le podcast, Allégeuse, c'est une rencontre avec quelqu'un. Je me mets sur le tempo de la personne. Comme effectivement, je suis vachement dans l'empathie et que j'aime l'autre, je me mets très facilement dans l'autre, tu vois, si je puisse me permettre de dire ça. Mais donc, du coup, je me mets dans son tempo. Je suis elle, je suis lui. Donc, c'est facile pour moi. Et je suis curieuse. La télé, c'est difficile. C'est un truc un peu fake. Donc, bon, tu joues un peu plus, quoi. C'est dur, la télé, ouais. Moi-même, je sais. Elsa, est-ce que tu étais une enfant qui allait bien? Alors, j'ai été une enfant très heureuse. Ça qui est fou, quoi. Je sais. J'ai été. Alors après, les psys m'ont un peu tout pété. Là, on est en train de tout péter. Mais je me souviens de fous rires extraordinaires. J'ai été désirée. Et j'ai vraiment cette notion, cette sensation, ces souvenirs d'avoir été une enfant très heureuse. C'est après qu'il y a un truc qui a merdé. Je sais pas bien où, mais ça a merdé. Alors attends, parce que là, tu viens de dire un truc qui me rassure. Parce que, bon, ça arrivait plus tard dans l'interview, mais allons-y franchement. Dans À demain, donc il y a un livre que tu as publié il y a 1 an chez Flammarion. Pour contextualiser, c'était après le décès de ta maman, Maryse, qui a
manifesté un cancer très peu de temps après le décès de ton papa, que tu accompagnes pendant 6 ans dans son cancer et jusqu'à la mort. Enfin, c'est vraiment très poignant ce que tu racontes. Et puis tu l'as écrit en 21 jours en faisant un jeûne. Donc il y a aussi une dimension très impulsive dans ton écriture, très introspective. Bref, et à un moment, à demain, tu dis, je crois que j'ai besoin d'un psy. Et je suis là, mais meuf, bah oui, quand même. Là, tu te rends compte seulement maintenant, à 50 ans, avec tous les symptômes, toutes les manifestations. Donc, est-ce que tu es suivie par un psy? Depuis quand? Qui, quand, comment? Explique-moi. Mais oui, c'est vrai, et ça paraît complètement fou avec tout ce que j'ai vécu. Mais en fait, à part petite, où en fait j'étais très mauvaise à l'école, donc j'étais à l'école alsacienne. À l'école alsacienne, ils m'ont virée, ils ont dit à mes parents, elle est complètement mauvaise, elle fera jamais rien de sa vie, il faut absolument l'emmener chez un psy. Donc ma mère, elle m'a traînée chez tous les psys possibles de la capitale. Donc j'ai eu ça, c'était genre à l'adolescence, et j'en garde un très mauvais souvenir. Je savais pas ce que je foutais là. Je sentais bien que on me trouvait débile, tu vois, et que moi je me disais je suis pas si débile, tu vois, je sais pas, c'était bizarre. Donc bon, ça m'a pas plu. Après, j'ai vu un psy un peu spécial après l'attentat, juste après l'attentat. En fait, les flics nous ont conseillé d'aller voir des gens. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait de l'EMDR. Donc là, c'était en fait, c'était assez dingue parce que moi, quand j'ai vu cette personne, à chaque fois que je suis allée voir des gens, on m'écoutait pas. Tu vois, donc moi par exemple quand j'ai vu la personne après l'attentat, donc le MDR, on te fait revivre des trucs, tu vois. Donc je vais juste préciser pour les personnes qui ne sauraient pas de quel attentat tu parles. Oui, bien sûr. On parle de l'attentat de Charlie Hebdo, de janvier 2015. Ton papa était dessinateur de presse, Wolinski, à Charlie Hebdo, et il est mort ce jour-là. Ouais. Je voulais pas y aller tout de suite, je le gardais pour la fin. Mais je trouve que c'est important que ça arrive tout de suite. Non, mais attendez, je vais le faire. En fait, il se passe un truc. Non, mais c'est pour ça que c'est douloureux, c'est bizarre, je suis désolée. Mais comme je me mets à nu avec toi, j'ai pas fait le deuil. Donc c'est très bizarre parce que j'ai pas eu le temps de faire le deuil de l'attentat. Ça paraît dingue de dire ça puisque c'est en 2015. Mais comme j'ai tout le temps été occupée, puisque ma mère ensuite a contracté un cancer, tu vois, j'ai pas eu le temps. Et ma mère, elle est morte il y a que 2 ans, donc je suis un peu genre, c'est que maintenant que je suis là, genre, dès qu'on me parle de Wolinski, j'ai un espèce de truc qui remonte, genre, ah ouais, putain, il est mort, il y a eu l'attentat, c'est vrai. C'est comme un gouffre qui remonte et que je repousse, tu vois, que je repousse à mort en disant, ok, on verra plus tard, mais sauf que plus tard, je crois que ça va être maintenant un moment, quoi. Ouais, ou pas, tu vois, ça prend du temps aussi de processer un trauma. Je suis bien placée pour savoir que ça prend bien longtemps. Mais oui, t'es bien placée pour le savoir. Ça prend vraiment longtemps. C'est vraiment 7 ans, c'est rien. Mais donc, après l'attentat, tu as été dirigée vers le MDR, qui est donc une technique qui a été prouvée pouvoir aider justement dans la gestion traumatique. Ouais, tout à fait. En fait, on te fait revivre un truc un peu trauma, et puis on te fait travailler plusieurs cerveau droit, cerveau gauche, enfin plusieurs trucs en même temps. Et moi, en fait, à ce moment-là, après l'attentat, j'arrêtais pas de manger. Et donc, je savais que j'avais un problème de nourriture, tu vois. Donc, pendant qu'on faisait le MDR et que le mec, il me faisait revivre le truc avec donc votre père, les Kalachnikov arrivent, enfin, tu vois, t'as un truc horrible. Vous ressentez les odeurs, les bruits, tu vois. Et moi, dans ma tête, je disais, non, mais en fait, moi, je voudrais juste vous dire que j'arrête pas de manger du Nutella. Tu vois, il y avait un truc qui était complètement en dichotomie. De toute façon, je suis tout le temps en dichotomie de tout. C'est un peu. Tu décris aussi un peu la dissociation. Ouais, la dissociation. Enfin, tu vois, j'étais là, mais donc, alors l'attentat, ok, hop, genre c'est soigné, tu vois. Donc je vois bon, on va faire vite, c'est soigné vite fait, quoi. Et puis après, ma mère contracte le cancer, sûrement dû effectivement au choc de l'attentat, puisque elle l'aimait plus que tout, il s'aimait plus que tout, tu vois. Donc là, un rechoc. Et ma mère, surtout, il y a eu un truc quand même qui s'est passé, qui est important dans mon histoire, parce que ça a cassé quelque chose dans mon être, tu vois. Mais disons que ça a transformé un truc. Quand il y a l'attentat, moi, ça me révèle. C'est hyper bizarre de dire ça, mais
jusqu'à l'attentat, je travaillais au journal Point de Vue, j'étais journaliste beauté, je me sentais pas très à l'aise dans ce journal, j'étais un peu pas très bien aimée par la rédactrice en chef, tu vois, que je ne voyais pas d'ailleurs, parce que je suis un peu naïve aussi. Comme moi, j'aime les gens, j'ai toujours du mal à pas voir qu'on m'aime pas. Enfin, tu vois, j'ai toujours un truc un peu comme ça. Et du coup, le fait qu'il y ait cet attentat m'a donné aussi le courage d'exister et d'être qui je suis. Tout d'un coup, de dire... Ok, j'ai des choses à dire, et surtout c'était un moment très important puisqu'il y avait la montée du Front National, et moi tout d'un coup j'aurais pu prendre cet attentat de manière très violente, tu vois, en me disant ok, je déteste les Arabes, je déteste les femmes voilées, je déteste tout ce qui se passe, c'est horrible, ils ont eu raison les flics de tuer ces mecs qui ont tué Charlie Hebdo, tu vois. En fait non, moi j'ai eu un truc... comme ça, très fort d'amour, en fait. Je peux même pas te l'expliquer, de me dire, non, j'ai pas envie d'être dans la haine. J'ai pas envie, parce que la haine, tu vois, elle a tué ma mère, déjà. Tu vois, elle a contracté son cancer parce qu'il y avait une haine, une violence qui est arrivée en elle. Et puis, moi, j'ai tout d'un coup eu une bouffée d'amour en me disant, putain, ok, il faut voir la vie différemment. Tu vois, faut être au-dessus. Ouais. Ouais, et en même temps, je t'écoute. Je voulais qu'on arrive à ce point de la discussion. C'est ma faute, je l'ai déclenché avec cette question sur le psy. Je voulais qu'on y arrive à la fin, mais moi, quand je t'ai vu, en fait, comment dire, parler de Charlie, déjà, moi, je suis pas bien là, tu vois. J'ai un petit truc et tout. C'est un traumatisme. Je pense que ça a été un traumatisme pour toute la France. La preuve, on est encore en train de s'écharper au sujet de Charlie Hebdo aujourd'hui en France. Qu'on soit juif ou musulman, homme ou femme, vieux ou jeune, journaliste, artiste. Enfin, tout le monde s'est senti concerné par ce qui s'est produit ce jour-là. Ça a été, je pense, un vrai traumatisme national. Et je me suis dit, pour Elsa, c'est en plus un traumatisme intime, un traumatisme personnel. Et je t'ai vu effectivement prendre la parole sur les réseaux sociaux, aussi rentrer dans le féminisme à ce moment-là. C'est aussi là que t'as aussi commencé à revendiquer des idées, même intersectionnelles, qui n'allaient pas encore de soi à l'époque. Et j'étais là, waouh, elle est hyper courageuse. Et tu t'es politisée, en fait. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'y lire une sorte de fuite et de me dire, j'ai hâte pour elle qu'elle atteigne ce stade où, en fait, on sort de l'idée qu'on parle de quelque chose d'universel. Enfin, c'est peut-être plus facile d'aller embrasser ce que ça signifie pour la France entière que d'aller embrasser ce que ça signifie pour toi-même. Tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un truc, le féminisme intersectionnel. Je l'ai appris grâce à toi dans ton livre « La poudre ». Dans Présente, non, dans Présente. Tu m'avais interviewé. Oui, pardon, c'est ça. Parce que, oui, excuse-moi. Non, je confonds. T'inquiète. Mais c'est vrai, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je faisais partie de ce mouvement-là, tu vois. Mais c'est vrai, tu as raison. En fait, ça a été une fuite, bien sûr. Mais pourquoi il y a eu cette fuite, et c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, ma mère, quand il y a l'attentat, ma mère, elle refuse qu'on pleure. Tout de suite, elle dit « Je t'interdis de pleurer ». Donc, en fait, j'ai été obligée, quelque part, aujourd'hui, je le comprends, ma fuite, elle a été d'aller vers les autres et d'être dans un combat plus grand, puisque chez moi, en fait, il n'y avait personne pour me prendre dans les bras, tu vois, et de me dire, bah ouais, c'est horrible, en fait, ton père, il vient d'être assassiné devant des millions de gens. Et oui, en vrai, c'est horrible, tu vois. Et plus jamais de ma vie, quand je regarde des films et qu'il y a des armes, tu dis, tu vois, ça résonne en moi. Tu vois, il y a tout un truc, tu vois plus la vie de la même manière. Mais à ce moment-là, mon seul moment pour tenir debout, puisque chez moi, il y avait personne, c'était d'embraser un truc d'embrasser un truc, tu vois. D'embraser aussi. Ouais, ou d'embraser. Parce que t'as cette façon de faire aussi qui est comme ça. Qui est comme ça, ouais. Tu mets de la chaleur dans les choses. T'as une approche toujours assez spontanée, impulsive, joyeuse des sujets qui fait aussi du bien, quoi. Mais, et pour poursuivre sur les psys, parce que c'était la question de base, en fait, après l'attentat, comme j'ai aidé ma mère tout le temps, jusqu'à ce qu'elle meure, je me suis pas du tout occupée de moi. J'ai pas du tout vu un psy. J'étais tout le temps où je travaillais, où j'étais avec elle. Et du coup, ça bouffait tout mon temps. Ou alors je mangeais, tu vois, je mangeais beaucoup la nuit.
J'étais vraiment dans un truc... c'était trop dur, cette période. Et en fait, c'est une de mes meilleures amies, Tata Nat, qui fait des jeux pour les enfants. Et un jour, je devais aller être avec elle voir Laura Felpin au théâtre. Et j'avais tellement mangé dans l'après-midi, tellement que j'ai fait un coma. Tu sais, quand tu manges trop, ton corps, il pète et puis tu t'endors. Et du coup, j'ai loupé le théâtre et j'ai planté et Laura Felpin et Tata Nat. Et c'est horrible quand tu fais ça. Tu vois, tu te réveilles dans la nuit, tu te dis putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait encore et tout. Et puis tu te dis tout ce que j'ai mangé. Enfin, c'était très dur ces moments de... Alors, j'étais pas boulimique, parce que à ce moment-là, j'ai été boulimique dans ma vie et je me suis fait vomir. Mais à ce moment-là, j'étais plus boulimique, tu vois. Je sais plus comment on dit le mot. C'est de l'hyperphagie. Ouais, peut-être. c'est ça, j'étais hyperphagique. Les TCA, ou troubles du comportement alimentaire, touchent jusqu'à 10% de la population. Sous ce terme de TCA, on regroupe principalement l'anorexie mentale, qui touche à 80% des femmes, selon la Haute Autorité de la Santé, avec un pic chez les adolescentes. La boulimie, qui touche en majorité des femmes également, avec un pic de fréquence vers 19-20 ans. Et l'hyperphagie boulimique, qui touche hommes et femmes à parts égales et apparaît plutôt à l'âge adulte. Les TCA, ça n'est pas une histoire de grignotage ou de régime. On parle d'une pathologie qui, sur le long terme, entraîne une souffrance psychique et affecte la santé de la personne concernée, altérant son fonctionnement psychosocial, sa qualité de vie. L'origine précise des TCA est encore mal connue. On sait qu'elle repose sur plusieurs facteurs, des terrains de vulnérabilité, des éléments déclenchants et d'autres qui entraînent le maintien de la pathologie. Sur le site de la Fondation pour la recherche médicale, on souligne qu'ils sont souvent associés à un problème d'image du corps appelé dysmorphophobie et qu'ils sont aggravés par un contexte social et médiatique où la minceur est survalorisée. Et du coup, c'est cette amie qui m'a dit le lendemain, écoute Elsa, si tu vas pas voir un psy, je te parle plus. Le lendemain, j'ai vu un psy. Je suis allée voir un vieux monsieur que je vois encore maintenant. Et c'est quel type de thérapie ? Je sais pas. Alors, en fait, là, j'ai encore un nouveau truc qui va arriver. Je vais te dire, parce que si je sais pas ce quel type, j'y connais rien en fait. C'est quoi, c'est un psychanalyste ? Ouais, parle, voilà. Ou il te parle pas ? On se parle. Ouais, voilà, c'est ça. On se parle. Mais entre-temps, j'ai eu aussi, parce que tu vois, j'ai eu tellement de vie, j'ai quand même un psychiatre qui m'a suivie. Mais ce psychiatre, il me suivait parce que moi, j'ai eu des problèmes de drogue aussi. Ouais. J'ai pris de la cocaïne beaucoup. Et du coup, lui, il m'a mis sous antidépresseur. Donc, ce psychiatre, c'est un spécialiste des addictions. Donc, c'est autre chose aussi, tu vois. Il n'y avait pas de travail profond fait sur OK, je m'installe et on parle de tout. Mais sur peut-être aussi les causes, parce que... Je sais pas, est-ce que les troubles du comportement alimentaire, par exemple, qui remontent à loin dans ta vie, t'en as pratiquement toujours parlé. Je t'ai entendu raconter, t'as témoigné dans Bliss, podcast sur la maternité de Clémentine Gallet, où tu parles de ton rapport à ton corps, à ton poids, à ton apparence, de aussi comment les drogues pouvaient avoir un rôle. Ce que j'ai trouvé intéressant, je suis vraiment en train de tout mélanger là, l'interview par dans tous les sens, c'était très prévisible. Oui, mais je le savais. En fait, à un moment, tu dis... J'avais pris 30 kilos après la naissance de ma première fille. Tu avais arrêté tout de suite la drogue avec ta première grossesse. Et ensuite, tu as été tentée de reprendre de la drogue pour maigrir. Alors, j'ai pas été tentée. J'ai repris de la drogue. Ouais. Ça, c'est un moment particulièrement compliqué pour moi. Parce que j'avais quand même déjà mon enfant. En fait, moi, je croyais qu'un enfant allait me guérir de tout. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que non. Donc... Et à côté de ça, effectivement, il y avait l'appât du gain avec la drogue, de la cocaïne, qui est... Il y avait même, je disais un truc, un sniff, un slim. Ça voulait dire, genre, tu te drogues, hop, tu rentres dans ton slim, tu vois, tu rentres dans ton jean. C'est horrible. Hyper important de le dire là. C'est pas bon, la drogue. Non, alors moi, je suis vraiment... une méthode d'amincissante. Je suis vraiment... Et d'ailleurs, être mince, c'est pas si important. Non, d'ailleurs, alors vraiment, je peux m'expliquer là-dessus.
je suis vraiment la personne la mieux placée pour dire que la drogue, c'est de la merde. J'en ai beaucoup souffert. J'ai mis, je pense, je dirais 15 ans à m'en remettre. Enfin, non, ma fille a 17 ans. Je m'en remets maintenant, tu vois. C'est très loin de moi. J'ai refait juste après, quand elle est née, mais après, j'ai vraiment arrêté complètement. Mais vraiment, c'est un truc, ça reste une blessure énorme dans mon corps. J'ai beaucoup souffert de la drogue. Tu vois, beaucoup plus de la nourriture, alors que c'est la nourriture dont je parle, parce que je me sens mal dans mon corps. Mais la drogue, c'était vraiment une manière de me tuer. Je n'ai rencontré que des gens cons. J'ai perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire, autour de cette drogue, t'as que des gens qui sont vraiment sans intérêt. Et puis, aussi, tu vois, je vivais à ce moment-là dans un milieu qui était différent. J'avais un mari qui était dans le cinéma, tout ça, j'étais une autre. Et tu vois, tu as aussi ce milieu du cinéma qui te laisse être mal, qui même, tu vois, qui me laissait aller mal. Ça se voyait que j'étais, j'allais dire une enfant, mais j'étais pas une enfant, j'étais une jeune femme à ce moment-là, mais j'étais vraiment... C'est horrible, c'est un moment... Mon premier mariage, ça c'est pas le père de mes enfants, hein, mais mon premier mariage, c'était de la drogue, c'était de la douleur, c'était de la souffrance. J'ai connu l'emprise, j'ai connu les coups aussi, tu vois. J'ai eu un mariage vraiment... c'est bien pour ça, je pense qu'après je me suis engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais j'ai mis du temps ensuite à ce que ça se, tu vois, à me dire, ah oui, tu fais ça parce que il t'est arrivé ça. J'ai vraiment eu un premier mariage de merde. Donc j'ai connu la violence, je sais ce que c'est d'être transparente. C'est-à-dire, quand tout d'un coup, l'homme avec qui tu vis te parle tellement mal que t'es plus rien. Et je sais ce que c'est d'être un fantôme, de te dire, en fait, je suis tellement rien, que je vais mourir, en fait. Je suis devenue rien, tu vois. Et donc, je sais ce que c'est de revivre. C'est comme j'allais dire un phénix, mais tu vois, j'ai eu ce truc-là qui m'a beaucoup atteint. J'ai eu l'attentat, j'ai eu ma mère, mais je suis toujours là, quoi. Tu vois. Et pour revenir sur le sujet du psy, il n'y a pas longtemps, j'ai appelé Christophe André. Carrément. Carrément. Et je lui ai dit, Christophe, aidez-moi, parce que malgré tout ce que vous m'avez donné comme conseil et tout, et puis le psy que je vois et tout ça, j'ai quand même un problème de confiance en moi énorme. J'ai 50 ans et j'ai toujours pas confiance en moi, malgré tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, donc là, il m'a conseillé quelqu'un que je vais rencontrer. Ah, voilà, quelqu'un... Une femme qui l'a formée aussi à Sainte-Anne. Et donc là, je suis en passe de rencontrer une personne qui va peut-être m'aider sur ce chemin, tu vois, que j'ai du mal à prendre, toujours, pour prendre ma place, tu vois, pour exister. En fait, ce que j'ai réalisé là, tout récemment, moi, avec la thérapie que j'ai faite, c'est que parfois, l'événement traumatique intervient sur une base déjà fragile. Et là, ce que tu décris, en fait, c'est-à-dire une succession de traumas qui arrive peut-être sur un endroit tellement lointain que tu n'as jamais eu en fait le temps ou l'occasion ou le moment pour aller t'y pencher, quoi. Je pense que moi, j'ai une maman d'abord qui disait toujours qu'on était beau quand on était mince, tu vois. Oh là là, elle est belle, elle est mince. Oh là, tu vois, elle disait tout le temps à mes filles, oh vous êtes jolie, vous êtes mince, tu vois. Et moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Ensuite, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais des parents qui s'aimaient très fort. Mes sœurs, elles étaient parties très jeunes de la maison. Donc, j'étais en fait très seule avec des parents artistes, un peu dingues, très intello, très intéressants, tu vois. Mais pas. J'ai compris très jeune que j'avais pas des parents. Très petite, j'ai compris qu'il y avait un homme et une femme, mais que c'était pas un papa et une maman, tu vois, et que du coup, il fallait que je fasse avec, mais que c'était pas comme les autres. Donc toute ma vie, je me suis cherché des familles ailleurs. Je suis très tendre, par exemple, tu vois. Je suis très tendre, je suis en manque de tendresse abyssale, moi.
C'est une évidence. Donc oui, le terrain, il était déjà, il n'y avait pas de socle, quoi. Mais tu décris souvent le milieu de ton enfance. Tu parles de la gauche caviar. Ça correspond aussi vachement à l'époque, quoi, aux années 80. Ouais. Et je t'ai entendu dire quelque chose où je me suis dit, waouh, c'est quand même en fait violent d'entendre ça, de dire que ton milieu il ressemble un peu au milieu que décrit Camille Kouchner dans La Familia Grande. Et je me demande comment, en tant qu'enfant, tes émotions, par exemple, étaient validées quand on est entouré d'adultes comme ça, intellectuels, bourgeois, qui ont peut-être une vision en apparence très progressiste du monde, mais qui peuvent aussi exercer un certain type de violence psychique, notamment sur les enfants. Écoute, je me pose beaucoup de questions là-dessus en ce moment, avec évidemment ce qui se passe avec Judith Godrèche, tu vois. Ouais. Je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit, comment j'ai pas pu voir moi aussi ? Parce que effectivement, je suis vraiment née dans la gauche caviar. Je suis née, j'ai habité rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement, dans un grand appartement haussmannien. Mon père allait en Jaguar à la fête de l'UMA. C'est une réalité, tu vois. Après, mon père, c'était quelqu'un qui a pas mangé à sa faim tout le temps non plus. C'est quelqu'un qui avait... c'est quelqu'un qui... Je peux pas là-dessus, tu vois. Il était extrêmement généreux. C'était quelqu'un qui ne cachait pas son argent. On a de l'argent, on le dépense. Tu vois, il était dans le kiff. Donc ça, c'est un truc... Bon, moi, je suis comme ça aussi. J'ai rien à moi. J'ai pas acheté d'appart. Je suis dans le rouge tout le temps. Tu vois, dès que j'ai de l'argent, j'invite mes amis en vacances. Enfin, donc, bon... il m'a pas appris à capitaliser. C'était... Voilà. Bon, ça, ok. Donc la Jaguar à la fête du Huma, bon, bof, mais j'ai du mal à le juger. Pardon d'avoir eu cette air. Non, mais c'est vrai, c'est très bof. symbolique, quoi. Non, c'est vraiment un très con. Quoi. C'est un truc n'importe quoi, mais bon, j'arrive pas à le juger. Qu'est-ce que tu veux ? En revanche, moi, à 16 ans, j'étais en boîte de nuit. Moi, à 16 ans, j'étais avec mon père chez Castel. Moi, à 16 ans, j'ai vu des hommes très âgés avec des filles très jeunes. Et même, je trouvais ça assez normal. Parce que j'ai appris à lire sur Paulette. Paulette, c'est une bande dessinée écrite par Wolinski, mais dessinée par Pichard. Et c'est une héroïne, tu vois, qui est très jolie, très pulpeuse. Et Paulette, elle était milliardaire, mais elle aimait le peuple. Et puis, elle a été kidnappée. Donc, et ses parents sont morts. Enfin, tu vois. Et donc, Paulette, elle était comme ça dans la vie. Et moi, je lisais ça et je me disais, mais moi, je veux être Paulette, en fait. Tu vois, moi, j'aime le peuple, j'aime les gens. Mais c'est n'importe quoi. Et Paulette, elle avait un corps pulpeux, parfait. Et donc, moi, j'ai été élevée un peu n'importe comment là-dedans, dans une espèce d'érosion de sensualité, très jeune, je me maquillais. Très jeune, j'ai appris qu'il fallait plaire, tu vois. Je savais exactement comment plaire aux hommes. Je savais exactement quoi faire pour qu'on me regarde. Même mes exposés à l'école, je savais exactement quel geste je devais faire pour qu'on écoute mes exposés à l'école, tu vois. J'étais vraiment dans le paraître le plus total. Ce qui est bizarre aujourd'hui, parce que je ne suis pas ça. Moi, je ne suis pas du tout dans le paraître. Je ne suis pas du tout dans la séduction, en vrai. Enfin, tu vois, tu me mets aujourd'hui avec un homme, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Tu me mets aujourd'hui même avec une femme, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. J'ai eu une éducation jeune, très étrange, que j'ai cassée. À un moment. Et que j'ai cassé au moment de l'attentat, en fait, tu vois. C'est l'attentat qui a fait que, tout d'un coup, je suis devenue moi. Au moment où ma mère m'a dit « tu peux pas pleurer », ben moi, je l'ai arrêté de l'appeler maman, je l'ai appelée Maryse. Et à ce moment-là, j'ai dit « ok, ben moi, j'arrête de me maquiller, j'arrête de me dire que bouffer, c'est pas grave. Et ben, je bouffe. Enfin, que bouffer, c'est grave, justement, tu vois. Ben, je vais bouffer. Et je vais bouffer comme je peux. Je vais m'accepter comme je peux. Mais c'est à ce moment-là que... ouais. Tu as écrit dans ton livre « Ma mère était une injonction sur pattes ». Ouais, c'est vrai. Enfin, putain, c'est vrai, ouais. Elle est forte, cette phrase. Et elle m'a parlé aussi, parce que, encore un endroit où je m'identifie à toi, tu as travaillé dans la presse féminine, comme moi. On a aussi reproduit ces injonctions. On a donné des modes d'emploi aux femmes pour paraître plus minces dans leurs vêtements. Comme si c'était le Graal d'une vie d'être mince. Ouais. Et c'est aussi des choses que tu as rejetées à ce moment-là. Je pense qu'il y a
en même temps quelque chose d'un peu générationnel. Je crois, oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai écrit pendant 14 ans, j'ai écrit des articles sur l'anti-âge et sur les régimes. Ouais. Chaque année, au même moment, tu vois, j'écrivais les mêmes articles quasiment. Ça me rendait dingue. Ça me rendait complètement dingue. Donc oui, je crois que c'est générationnel. D'ailleurs, tu vois, je me disais, en fait, les féministes des années 70 se sont battues pour l'avortement, pour la pilule. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma génération aujourd'hui, elle se bat sur la ménopause, sur l'agisme, tu vois, pour qu'on puisse exister comme on est, comme on veut être. Je crois, j'ai cette sensation, peut-être je me trompe, mais tu vois, je crois qu'il y a ce truc-là. C'est quelque chose que Élise Thiebaud, qui a écrit un super bouquin sur la ménopause, explique vraiment super bien. C'est aussi, nous, on appartient à la génération MeToo, mais sauf que voilà, t'as 50 ans, quoi. Et donc, t'arrives avec cette idée, ces idées féministes révolutionnaires, sauf que tu les appliques à ton vécu à toi, et ton vécu à toi, c'est la ménopause. Bon, bah, parlons-en, quoi. Faisons tomber les tabous autour de la ménopause, ce que tu fais hyper bien avec ton podcast. Et en même temps, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que t'as soulevé les problématiques de santé mentale qui sont liées à la ménopause et que personne ne connaît. Ouais, mais parce que là, tu vois, d'ailleurs, en même temps, quand ton podcast est sorti, j'ai trouvé ça très fort, parce que je crois que vraiment, jusqu'à la sortie de Folie douce, j'avais jamais pris au sérieux ma santé mentale. Honnêtement, hein, je te le dis vraiment, Lorraine. Tu vois, c'est en écoutant ton podcast que je me suis dit, putain, waouh, elle a tellement raison. Tu vois, parce que moi, la ménopause, évidemment, j'ai rien compris. D'abord, bon, ma mère, elle m'en avait pas parlé, puisque c'était une injection sur patte, une injection. Il est beau, le lapsus. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est vrai qu'elle s'était fait pas mal d'injections aussi, tu vois. Mais non, mais c'est vrai qu'elle t'avait pas transmis. Elle m'avait pas transmis. On n'a pas parlé de règles, on n'a pas parlé de ça. Elle me parlait de paraître et de. En même temps, bon, j'ai un jugement fort sur elle. C'était une femme extrêmement courageuse, extrêmement téméraire, qui a vraiment qui m'a quand même montré, tu vois, qu'il y a une force de vie, qui a même refusé de mourir, qui a mis un gros doigt d'honneur à la mort, tu vois. Vraiment, elle a été jusqu'au bout héroïque. Donc bon. J'ai quand même eu de la chance d'avoir comme une femme pareille dans ma vie. Tu vois, j'ai du mal à dire une mère, mais une femme pareille dans ma vie. Parce que moi, du coup, je suis extrêmement courageuse, téméraire et volontaire. Elle m'a donné une force de vie. Je veux dire, il faut y aller pour me mettre à terre, tu vois. Et quand tu me mets à terre, je rebondis 10 fois. Et ça, je lui dois. Mais à côté de ça, bon, elle m'a fait du mal. Et c'est vrai, pour parler de la ménopause, elle ne me l'a pas transmise. Et moi, j'ai pas compris quand tout d'un coup, j'ai eu des brouillards cognitifs. Quand tout d'un coup, brouillard cognitif, ça veut dire tu mélanges tout, tu te souviens de rien, tu as des pertes de mémoire. Quand tout d'un coup, j'ai eu des bouffées de chaleur, que mon corps s'est mis à changer, que... Putain, je me suis regardée ce matin, j'ai de la cellulite sur les genoux, Lorraine, sans déconner. J'en avais pas avant. Tu vois que tu as des poils blancs sur la chatte, tu dis merde. J'ai 50 ans, j'ai encore envie de vivre, j'ai tellement d'années devant moi. On peut vivre avec de la cellulite et des poils blancs. Ça, c'est pas grave. C'est hyper important non, ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, t'as ça, et puis à côté de ça, t'as un mal-être en toi, tu vois, un truc qui s'inscrit, c'est un truc indescriptible, ce trou béant que tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tu te mets à douter. Alors, les chiffres sur la ménopause et la santé mentale, bien sûr, existent. Des études démontrent qu'on observe une augmentation des troubles du sommeil chez les femmes en période de ménopause, une perte de confiance en soi, une augmentation des risques de troubles dépressifs ou d'anxiété. L'expression « brouillard mental » a été inventée par le médecin britannique Edward Tilt au milieu du 19e siècle, qui observait ses patientes ménopausées à l'époque victorienne. Bien sûr, les changements hormonaux ont leur rôle dans ce mal-être. Mais la ménopause, comme le démontre Élise Thiebaud dans son livre « Ceci est mon temps », est avant tout un fait social, culturel. Sa perception a évolué au cours de l'histoire et elle a fait l'objet d'une forte pathologisation précisément au XIXe siècle.
À titre personnel, je suis convaincue que lutter contre le sexisme, combiné à l'agisme, au validisme et à la grossophobie, aurait un réel impact sur le mieux-être des femmes qui traversent cette métamorphose, qu'on peut considérer, comme le souligne la philosophe Corinne Pelluchon, citée par Élise Thiebaud, comme un remaniement de leur carte mentale. Quand j'ai commencé les podcasts sur la ménopause, je ne m'étais pas renseignée. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point les femmes souffraient au travail. Tu vois ? Et c'est en ressentant mes symptômes comme ça, parce que moi, quand je faisais par exemple mes chroniques à la télévision, que je les enregistrais, au moment où j'enregistrais, je me disais dans ma tête, putain, qu'est-ce qui t'arrive, Elsa ? J'avais des doutes. Je me disais, tu vois, il y avait deux Elsa. Il y avait la Elsa qui faisait sa chronique, et puis il y avait celle au fond d'elle qui disait, qu'est-ce que tu fous là ? Mais attends, tu dis de la merde. Attends, t'as chaud là. Attends, tu vois bien que ça va pas. Mais je me disais, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Et c'était quoi ? C'était une espèce d'anxiété ? Une anxiété, mais un truc que j'avais jamais ressenti de ma vie entière. Et en fait, en travaillant sur la ménopause, je me suis rendu compte, il y a beaucoup d'études en Angleterre qui ont été faites où tu te rends compte que effectivement, t'as une femme, j'ai plus les chiffres là en tête, mais que tu as des femmes qui sont obligées, si tu veux, d'arrêter de bosser tellement elles vont mal parce qu'elles comprennent pas que en fait c'est la ménopause. Tu vois, donc tu lâches ton boulot. Mais moi, j'ai failli. Je me suis dit en fait, faut que j'arrête. Je suis pas bonne pour la télé. Je suis pas bonne pour ça parce que ça va pas. Je dois faire autre chose. Tu vois, il y a un truc qui se crée de mal-être terrible, d'insécurité profonde. Et ça, j'ai pas compris tout de suite que c'était lié à la ménopause. Mais c'est un peu toujours la même question qui revient dans le féminisme, dans les questions féministes. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui se passe biologiquement, un déséquilibre hormonal, le fait d'avoir des bouffées de chaleur qui fait que du coup on a peur de transpirer, etc. Ou alors est-ce que c'est la société dans son ensemble qui déteste tellement les femmes âgées que c'est une peur de basculer de l'autre côté, tout comme ta mère pouvait avoir peur que tu sois trop grosse et pas acceptée. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je crois que c'est les deux. Je pense que la évidemment. Société, elle a un regard absolument terrible sur les femmes de 50 ans, que nous, on n'est plus des mamies compotes, Tu vois, la femme de 50 ans, aujourd'hui, elle est sexy, elle fait l'amour, et même plus. J'ai interviewé Gabrielle Lazur, qui a 66 ans, te dit, putain, j'ai découvert que j'étais une femme fontaine. Tu vois, yes. Putain, tu vois, tu dis, ah ouais, ok. Alors moi, qui suis un peu coincée, j'étais là, oh là là, c'est génial tout ce qui m'attend. Alors, rappelons que toutes les femmes peuvent squirter, il n'y a pas de femme fontaine. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, je suis super nulle sur le sexe. Il faudrait que je prenne des cours. Là, Lorraine, il faut que je revienne. Il faudrait que tu m'expliques parce qu'en vrai, je suis assez nulle sur le cul. Mais en tout cas, oui, on peut avoir une sexualité épanouie à 60 ans et plus. C'est ça. C'est cool. Mais tu vois, donc tu te dis, aujourd'hui, on n'est plus cette femme de 50 ans qu'on décrit dans les journaux, que même les journaux féminins décrivent. Donc, il faut effectivement se battre complètement pour changer cette image-là. À côté de ça, il y a quand même, malgré tout, les symptômes de la ménopause elle-même, enfin tu vois, les vrais, ce truc-là qui nous arrive, qui est un putain de changement de vie, qui est pas un moment transitoire, c'est un vrai chamboulement. Et ça, il faut le prendre au sérieux, réellement. Enfin tu vois, c'est-à-dire et on n'a pas. Moi, j'ai été en errance médicale totale parce que les généralistes que j'ai vus, ou même au départ les gynécos que j'ai vus, ne m'ont pas du tout prévenu de ce que j'avais. Et personne ne faisait en fait la corrélation entre tous mes mots, tu vois. Donc tu peux avoir 10 cystites, tu as plein de mots, personne n'est capable de dire que en fait tout ça en fait, ça a des symptômes de la ménopause. Et ça, forcément, c'est source d'anxiété, en fait, d'avoir des dérèglements de ta santé sans en connaître la source. Rien que ça cause un mal-être, j'imagine. Oui, et tu vois, moi j'ai la chance de ne pas travailler dans un bureau. On a quand même des métiers extraordinaire, parce qu'on a des métiers de luxe, on peut dire, tu vois, des métiers de création. Je lisais là une étude en Angleterre sur les femmes qui travaillent au bureau et qui ont honte d'avoir des bouffées de chaleur, tu vois, qui sentent que tout d'un coup la goutte va arriver et qui savent qu'elles ne peuvent pas aller aux toilettes parce que si elles vont plus de 2 fois aux toilettes, elles sont regardées. Putain, je me dis merde, mais il faut changer ça, comment on va faire ? Mais on va le faire, tout comme ça a été fait sur les règles,
Ouais. Les choses ont tellement Je changé. suis en bien l'espace de décidée à le 10 ans. faire, je vais te dire. Bah, tu fais un super boulot de ce côté-là. C'est hyper important. Et merci d'ailleurs de parler de tout ça au micro de Folie Douce Oh aujourd'hui. Je non, suis c'est sûre que ça va gentil. faire du bien à énormément de monde de t'entendre et de se reconnaître dans ce que tu dis. Moi, je vais te dire ce qui me frappe le plus sur ce sujet de la ménopause, c'est les femmes qui m'écrivent. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte pendant le podcast que je parlais du traitement hormonal, que tu vois, je rencontrais des femmes. Toutes les femmes qu'on a rencontrées sont quand même blanches, bien nées, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut se diversifier beaucoup plus. Et c'est vrai je reçois beaucoup de messages de femmes qui disent « mais le traitement hormonal, il est cher ». Donc, il faut quand même se rendre compte que, effectivement, nous, on a beaucoup de chance. On est dans une ville, on est au courant de plein de choses. Donc, j'ai envie d'ouvrir mon débat, tu vois, un peu plus, bien sûr. quand même. Évidemment. On a accès à des Et de soignants, voir, des soignantes. oui, de voir si on peut pas... Enfin, tu vois, de voir comment les traitements peuvent être... Le Viagra, c'est remboursé. Bordel de Le merde. Viagra, ça existe déjà pour commencer. Non, Est-ce qu'on mais peut tu juste vois, en parler du oui. fait qu'il existe un médicament pour faire bander les vieux monsieur? On en parle ou pas? C'est quand même Ouais, ouf quand même. c'est ça, tu vois. Donc, putain, trouvez-nous un truc pour qu'on aille mieux. Ouais, il y a évidemment un problème autour de la recherche médicale. Ouais. Enfin, probablement, quoi. Tout le monde s'en fout. Comme l'endométriose. Ou le plaisir féminin. Tu vois, il n'y a jamais eu de recherche sur le plaisir féminin. Il y a des recherches sur le plaisir masculin, justement, quand tu parles du Viagra. Mais il n'y a pas de recherche sur le plaisir féminin. On ne sait, j'en ai pas trouvé, en tout cas. Il y en a peu. Il y en a peu. Je trouve que c'est quand même pas anodin que ce soit à ce moment-là de ta vie aussi, que tu décides de t'atteler sérieusement à cette quête du bonheur qui a peut-être pendant toute ta vie été beaucoup axée sur certaines substances, que ce soit la nourriture ou la drogue ou les antidépresseurs. Ça peut être aussi intéressant de dire que bah oui, mais parfois à 50 ans, quand on a laissé derrière soi peut-être le plus gros des emmerdes, on peut avoir aussi le temps de se retourner sur soi. T'as l'impression que tu vis ce moment-là, même tes filles deviennent un peu plus grandes. Moi, mes filles, elles m'ont dit à Noël, maman, t'es devenue une maman pas heureuse. Et ça a été un énorme choc pour moi. Je me suis dit, ok, là, ça va pas. Ça va pas, je peux pas être une maman pas heureuse, tu vois. Je peux pas montrer ça à mes enfants. Et ce que j'avais pas compris dans cet état de ménopause, que effectivement, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de soi. C'est à 50 ans, ce moment où là, si tu prends pas soin de toi, là, t'es dans la merde, vraiment. Parce que ton corps te parle. Donc, il faut l'écouter. Moi, j'écoute jamais mon corps. J'écoute pas les signes, j'écoute pas mon corps. Enfin, tu vois, je suis vraiment une brêle là-dessus. Donc là, je me suis dit, ok, je veux plus vivre en étant... Je pleurais beaucoup aussi. J'arrêtais pas, j'avais des émotions, des up and down en permanence. Donc, mes filles, elles ont vécu ça. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je m'attelle à moi. Il faut que je m'écoute, faut que je me... Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que moi, j'avais un père qui disait, non mais attends, les psys c'est pour les bourges, on perd pas de temps, ça va, c'est bon. Donc il y a un côté un peu chez moi aussi comme ça de me dire, non mais attends, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, ça va, je suis bien née, je suis blanche, je souffre de racisme, je suis née dans le 6e, je vais pas en plus aller chez un psy et m'occuper de moi, tu vois. J'ai un peu ce côté-là comme ça. Donc là, c'est vrai, t'as raison, c'est le moment, c'est maintenant. Et maintenant, je me rends compte que, en fait, ça sonne un peu faux, ma vie. Tu vois? Et c'est le problème que j'ai en ce moment, c'est... Il y a un truc qui sonne faux. C'est peut-être pas la vie autour qui doit changer. C'est moi. La façon dont tu c'est la façon dont j'occupe ma vie, dont je me présente aux gens, dont... Il y a un truc qui va plus, tu vois? Et... Il y a aussi cette solitude qui me pèse. Moi, j'ai toujours rêvé d'une grande famille. Il y a des femmes qui sont heureuses seules, et puis tu as des femmes aussi qui n'ont pas d'enfants et qui sont heureuses sans enfants, enfin, tu vois, ou qui n'ont pas pu en avoir. Et bon, moi, j'ai la chance, j'ai eu 2 filles, mais j'ai toujours rêvé d'une très grande famille. Je vais dire un truc qui n'est pas du tout en ma faveur, mais hier, j'ai dit à ma fille Bianca, qui a 14 ans, « Et si j'adoptais un enfant ?» Et elle m'a dit, écoute maman, on est passé du chien à l'enfant. Là, ça va plus du tout, tu vois. Et
Et en plus, elle a un devoir à faire à l'école et elle a choisi comme thème les troubles du comportement alimentaire. Donc, elle me dit, et en plus, maman, tu vois, non mais là, je suis en train de travailler sur mon dossier. Tu comprends que c'est tellement ridicule. Tu as passé toute ta vie au régime. T'en as pas marre de ou trop manger ou pas assez manger. Enfin, tu peux pas être juste bien. Regarde-toi. Et j'étais là, j'écoutais mon petit bout là de 14 ans me regarder. Je me disais, écoute, si moi je m'aime pas, en tout cas, j'ai mis au monde un enfant génial. Franchement. Qui est en train de s'attaquer à un dossier intéressant. Ouais. Non, j'ai des mômes incroyables, sans déconner. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Non, mais je trouve ça incroyable. Enfin, j'allais dire, ça me trouble, ce qui est un lapsus, mais que ta fille fasse un dossier sur les troubles du comportement alimentaire, qui est, voilà, c'est ton plus gros dossier quand même. C'est aussi ce qui ressort vachement de ton bouquin, de ton rapport à la nourriture, qui probablement cristallise énormément de tes insécurités d'enfance, quoi. Donc, c'est fou comme nos gosses, en fait, viennent démêler ce qu'on n'a pas démêlé nous, et comme nous, on vient démêler les doses de nos parents et de nos grands-parents. Enfin. Une révélation très récente dans ma vie, c'est que tu avais découvert le sport. Ah, j'adore ça. Bah ouais. Alors, j'ai découvert le sport, ça fait 10 ans, en vrai, que j'ai découvert le sport. En fait, je n'aimais pas le sport parce que ma mère n'aimait pas le sport. Donc, bêtement, je disais, ah bah non, moi non plus, j'aime pas le sport. Mais le sport m'a sauvé la vie. C'est-à-dire, comme j'ai beaucoup d'énergie, si je fais pas de sport, moi, je suis méchante avec moi, c'est-à-dire je mange, je me fais du mal. Donc le sport me permet de ressentir, de me faire du bien, quoi, tu vois. J'ai de la dopamine, la sérotonine à gogo. En plus, déjà, un truc, c'est vrai, je fais pas l'amour, puisque j'ai personne dans ma vie. Je fais pas l'amour depuis plusieurs années. Enfin, j'ai eu une petite aventure l'hiver dernier, mais genre 2 fois, tu vois. Donc déjà, quand tu fais pas l'amour, c'est bien de faire du sport. Parce que t'en as gros sur la patate aussi. Non, mais c'est trop bien de dire que le sport, ça fait du bien. Enfin, peut-être que pour beaucoup de gens, c'est évident, mais moi, j'ai mis 40 ans à comprendre que le sport pouvait m'aider concrètement à améliorer ma santé mentale. Après, t'as plein de sports. Tu vois, j'ai fait plein de choses. T'as la boxe. Moi, la boxe, j'ai été obligée d'arrêter parce que ça me laissait ma colère. Comme j'ai une colère rentrée, ça me calmait pas. Je finissais la boxe, j'étais toujours genre dans la haine. Donc maintenant, je fais de la musculation en salle. Et d'ailleurs, dans une salle géniale où il y a une salle que pour les filles. J'ai jamais connu ça, tu vois. C'est une salle, on va pas faire de pub, mais en tout cas, il y a 4 étages. Et sur ces 4 étages, tu as un local, tu as un lieu où c'est que pour les femmes. Et c'est génial. Parce que du coup, tu as le choix d'être mixte ou que entre nous. Et c'est très agréable. Et donc, je fais de la musculation avec un jeune coach que j'aime beaucoup. Et à côté de ça, je fais du pilates et je vais chez Dynamo. Je fais du cardio, beaucoup de cardio. C'est du vélo, ça. Ouais, c'est du vélo. Mais en fait, c'est un tout. Tu vois, le cardio, ça me permet de tenir debout. J'ai besoin de beaucoup de cardio pour sortir, tu vois, tout ce que j'ai à sortir. Parfois, pendant le cours, je pleure et tout. J'ai toutes les larmes et tout. Je ressors de là, je suis vidée. Après, le pilates, c'est important pour allonger tes muscles, tu vois, parce que quand tu vieillis, tu as besoin que ton muscle il s'allonge, tu as des problèmes d'articulation et tout. Donc, le pilates, ça fait beaucoup de bien. Et la respiration, c'est important. Et la musculation, parce que moi, j'ai quand même un truc que je peux pas cacher. J'ai quand même cette image de cette femme. Je ne suis pas celle que je voudrais être, tu vois. J'ai quand même j'ai l'impression qu'il faut. J'ai encore ce truc des magazines féminins, tu vois, que il faut être mince, il faut être jolie, ça veut dire être mince. C'est aussi ma mère, tu vois. J'ai encore ce truc de ma mère. Et puis les dessins de ton père. Et les dessins de mon père. Représentations. Ah, mais moi, bien je sais sûr. que même moi, petite fille, dans la bibliothèque de mes parents, je volais les BD de Wolinski et j'ai tout appris du sexe en lisant les BD de ton père. Là, arrête, ça me rend malade. Mais bon, après c'est aussi voilà, non, mais je comprends. Ça raconte aussi tellement la France. Non, mais ça alors tu tellement vois, de choses super intéressantes et c'est
voilà, ça m'a éduquée. Non, mais tu vois ce que tu dis, alors ça, on rentre dans un autre truc. Les dessins de Wolinski, c'est très compliqué pour moi. Là, il n'y a pas longtemps, on en a regardé plein avec mes sœurs et on se posait le problème de MeToo, tu vois. Parce qu'on se disait, putain, même s'il aimait beaucoup les femmes, hein, c'était quelqu'un vraiment qui s'est toujours très bien comporté avec les femmes, qui avait un très beau regard. Bon, il leur faisait faire n'importe quoi dans ses dessins. Enfin, tu vois, il avait quand même un regard terrible sur les femmes, un male gaze, quoi. Ouais, il y a un male gaze de ouf, ouais. Et que moi j'ai. Hein. Enfin, moi j'ai un male gaze aussi, puisque j'ai été très élevée par mon père. J'ai regardé les films avec mon père. J'ai lu les livres que mon père m'a conseillés. Enfin, tu vois, j'ai un regard très masculin sur les femmes aussi, parce que j'adore les femmes. Que je pense que j'aurais aimé être un homme, tu vois. En plus, il y a ce truc-là. Je pense que j'aurais adoré être un homme pour faire l'amour avec des femmes. Non, mais c'est très bizarre ce que je suis en train de te raconter, tu vois, alors que je suis une femme et je peux faire l'amour avec des femmes. Donc, tu vois, c'est ce male gaze encore vachement ancré en moi. Donc, c'est très compliqué, mon rapport au dessin de mon père et à la sexualité. Tu vois, tout est un peu compliqué. Donc, on se disait, sur les dessins de mon père, qu'effectivement, quand on va faire des expos, puisqu'on va en faire, la génération, l'époque a changé. Quel est le regard qu'on va poser dessus ? Je me le demande, tu vois. Alors, avec le recul, Elsa, c'est quoi la meilleure des thérapies ? Moi, je sais pas, c'est aimer, je crois. C'est aimer la vie à 100%. C'est aimer les gens. Moi, la meilleure de mes thérapies, c'est le sourire, tu vois. C'est quand les gens me sourient. C'est quand je te regarde, je te trouve... Je sais pas, j'allais dire je te trouve belle, mais c'est pas toi que je trouve. Il y a ton âme qui me parle. Ça paraît fou ce que je dis, mais tu vois, tu vibres un truc. Pour moi, la meilleure des thérapies, c'est les vibrations. Avant qu'on commence l'émission, le jeune homme qui nous écoute là, il est venu se présenter à moi. Tu vois, qui enregistre ton podcast. L'ingé son. Il est venu se présenter à moi. Bah, c'est une thérapie pour moi, tu vois, que j'ai trouvé ça extrêmement élégant de dire voilà, je vais vous écouter, je me présente et tout. Merde, c'est ça l'humain, tu vois. Donc moi, je crois que la meilleure des thérapies, c'est de faire attention à l'autre. Peut-être que faire attention à l'autre, c'est aussi faire attention à soi. Bon, mais en tout cas, non, c'est aussi faire attention à soi. Tu vois, j'ai toujours tendance à dire faire attention à l'autre. Oui, mais c'est super beau ce que tu as dit. Tu as parlé de ce sourire que tu affiches beaucoup, malgré tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est d'une grande élégance aussi. Non, je te remercie. Je te remercie. Merci à toi. Après cette interview, Elsa m'a écrit pour me dire qu'elle avait l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Je sais exactement comment elle se sentait parce qu'à chaque fois que je suis passée au micro d'un podcast pour y évoquer mes propres vécus traumatiques, je me suis sentie pareil, perdue, un peu éberluée, avec la sensation d'avoir livré quelque chose de pas bouclé, de bouillonnant, de bancal. Le travail d'Elsa sur sa santé psychique est en cours, et c'est aussi pour ça que sa voix est importante. Folie douce n'a pas vocation à délivrer des modes d'emploi pour le bonheur. Il est un espace d'expression pour la vulnérabilité. Et toi, Elsa, je te remercie infiniment d'avoir eu la force de partager avec nous cette vulnérabilité et ta quête de socle pour ta vie. Et tu sais pas quoi ? Je suis sûre que ça va aller. Allez, prenez soin de vous et prenez votre temps. Folie douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production Marie-Laurence Chéry, assistée de Agathe Sado. Réalisation et mixage Marion Emery. À la prise de son, Clémence Sicula. La musique est une création originale de Irma et les visuels sont signés Louison Colhomme. Folie douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fictions, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues, et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel,
Le lien est dans la description de l'épisode, et sinon vous tapez Folie douce par Lorraine Bastide. En tout cas, de relire les récits qui ont accompagné les attentats de Charlie Hebdo et de ce qu'ils ont signifié dans la vie d'Elsa, ça m'a complètement réactivée en fait. Et c'est dingue comment est fait le cerveau. Je palpite un tout petit peu. Déjà à l'époque, en 2015, pour Charlie et puis pour le Bataclan, ça avait été pour moi des moments de panique absolue. De trucs vraiment dark que j'ai pas forcément envie de vous raconter dans le détail trop graphique, mais voilà, j'ai jamais frôlé d'aussi près le vrai pétage de câble qu'à ces moments-là, parce que le traumatisme ça marche comme ça en fait. Il y a des choses qui le réactivent. C'est hyper intime ce que je vous raconte. Est-ce que je prévois un plan B, un truc que je garderais si jamais je veux couper ça et pas l'assumer Non, je trouve que c'est intéressant de vous le raconter parce que je pense qu'en fait on est nombreuses à être traumatisés par des choses plus ou moins évidentes, par des événements plus ou moins spectaculaires, violents, médiatiques, mais qu'on se traîne nos traumas et qu'on est beaucoup quand même, en tout cas que notre santé mentale elle est vraiment beaucoup définie par ça. Voilà. Néanmoins, il fait très beau, je vous l'ai déjà dit. Et j'approche du studio. Je suis un peu en retard, mais pas trop. Et voilà, j'ai hâte de retrouver Elsa, qui m'a envoyé hier soir un petit message pour me dire qu'elle allait pas très bien en ce moment. Donc, je sais pas. À mon avis, on va chialer. Ah, allez, on parie qu'on chiale ? Bisous.